Bonjour les amis, donc voilà, je vous ai présenté les 40 premières présélections pour moi, donc dans ces 80 votes du Pélib, par ordre alphabétique. Voilà, donc il fallait voter pour 80 livres, il faut voter pour 80 dans les 234 si je me trompe. Attendez, je regarde. Voilà, c'est ça, 80 donc sur les 234, jusqu'au 13 octobre au plus tard, voilà, donc nous sommes le 8. Moi, mes votes sont faits, clairement, mes votes là sont faits. Je les ai faits juste après la première vidéo. Et donc voilà, maintenant, tout ce que j'ai encore à vous montrer, c'est donc les 40 suivants, en fait, voilà, les 40 suivants pour lesquels j'ai voté, parce que bon, comme je vous avais dit, vous en présenter 80 d'un coup, c'était un peu compliqué. Donc voilà, on va tout de suite démarrer, parce que sinon la vidéo va encore être très longue. Je vous remercie d'ailleurs pour l'accueil que vous avez réservé à cette vidéo, malgré sa taille, voilà, c'était parce qu'elle était très longue. Et voilà, je vous remercie malgré tout pour l'accueil que vous lui avez réservé. Et on va tout de suite s'y mettre donc avec donc les 40 de la place, enfin pas la place 41 par alphabétique, au fait du 41 au 80. Il n'y a pas d'ordre précis, c'est juste que voilà, j'ai fait de A au début des L, et puis maintenant je continue des L jusqu'au bout, au fait de la liste tout simplement. Voilà. Donc comme ça, vous savez quoi. Et on va commencer tout de suite. Bon, vous verrez, hein, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de SF. J'ai vraiment pas équilibré les choses. Mais j'ai voté, il est trop tard. Je me rends compte maintenant, donc voilà. Il y avait aussi beaucoup, faut dire qu'il y avait aussi beaucoup de SF, voilà, à la base dans le pli, donc dans les 234. Donc voilà, je pense que c'est ça qui fait que j'ai mis beaucoup de SF dans les 80 également. Donc je regarde toujours mon petit cahier qu'il a sur le côté. Et on va commencer donc avec la honte de la galaxie. Donc une couverture que je trouve franchement assez sympa, voilà. Donc c'est de Alexis Brocas, aux éditions Sarbacane, donc ça doit être de la jeunesse. Young adulte jeunesse, hein. Et ouais, vous doutez bien que c'est de la science-fiction, hein. Alors, en 3000 et des poussières, sur une planète sans loi, aux confins de la Voie lactée, Mérima, 17 ans, se noie dans les drogues et la mélancolie pour oublier son passé tumultueux d'héroïne de guerre impériale, ainsi que le scandale qui a fait la honte de la galaxie. Un matin, un convoi plein de ses ex-sœurs d'armes fait escale dans son ciel. Mission, explorer la zone inconnue de Nyxt qui abriterait les vestiges d'une civilisation extraterrestre depuis longtemps disparue et où se produiraient les prodiges. Voilà. Je vais pas lire tous les résumés, je vais faire un peu comme j'ai fait à la fin de la première vidéo. Voilà, comme ça, tout simplement, ce sera un peu moins long. Ce sera, voilà, parce que sinon, on va être parti encore une fois pendant très longtemps. Donc ensuite, je ne peux pas vous montrer de visuel, j'ai cherché. Voilà, après un visuel, donc pour le suivant, bon, j'en ai pas trouvé. Donc voilà, tout simplement la momie qui aimait les pizzas et les jeux vidéo. Voilà, je vois le titre original. Vraiment, c'est un titre bien sympa, je trouve, de Olivier Code, donc chez Léa Éditions. Et là, on est avec du fantastique. Donc rien ne va plus au musée du Louvre, des mystérieuses disparitions de momies égyptiennes sèment le trouble dans le plus grand musée du monde. Ses gardiens, son directeur et la police qui enquête sont loin d'imaginer l'étonnante réalité. Ces momies sont simplement revenues à la vie et ont décidé de partir en goguette. Tel Amen Tocha, ancien prêtre qui, après s'être emparé d'un costume de Père Noël pour se protéger de la pluie, se sent irrésistiblement attiré par un antique scarabée sacré détenu dans l'appartement d'un archéologue. Voilà. Je vous en dis pas plus, voilà, comme ça, hein. On va pas y passer 3 ans. Alors ensuite, donc on est avec l'Apocalypse selon Sandra, voilà. L'Apocalypse selon Sandra.
Il faut à chaque fois que j'ouvre. Donc là, c'est de Cécile Saint-Charles. Céline Saint-Charles plutôt. Donc c'est chez Livresse Édition, voilà, et on est dans la science-fiction. J'avais tenté de le remporter, voilà, lors de la Meuse Critique Babelio pour vous en parler, parce que j'avais zappé un peu la masse critique, et puis voilà, il était resté en fin de journée. Donc je m'étais dit, ah bah c'est super, ce sera l'occasion, voilà, de peut-être de la voir et de vous en parler. Bon, je ne l'ai pas eu, soit, ce n'est pas grave, hein. Je le lirai peut-être quand même, on verra bien. Donc là, encore une fois, bah oui, l'Apocalypse selon Sandra, hein, on est dans la SF, clairement. Donc quand l'apocalypse éclate et que les morts se relèvent pour dévorer les vivants, Sandra Cochrane s'y trouve confrontée d'une façon des plus terrifiantes. Menottée à un shérif zombie au sein d'une horde toujours grandissante, elle est entraînée sur les routes poussiéreuses du Texas. Sans destination, sans savoir combien de temps les morts toléreront sa présence parmi eux, un road trip sanglant et sous haute tension où elle devra mobiliser les compétences les plus improbables pour survivre. Après avoir côtoyé Sandra et sa meute, vous ne verrez plus jamais les zombies de la même façon. Ouais, ça a l'air vachement sympa aussi, voilà, cette histoire de zombies. Et c'est vrai que, voilà, l'Apocalypse selon Sandra, ça a l'air vraiment assez original, je trouve, voilà. Menotter un shérif zombie, voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup d'originalité cette année dans le choix des romans. Sérieusement, je trouve que... Enfin, je sais pas si c'est moi, mais je trouve que, voilà, cette année, il y a beaucoup d'originalité. Alors ensuite, voilà, donc on arrive avec La Route de Ness, de Alice de Pongeville, aux éditions Rouergue. Encore une fois, voilà, c'est de la science-fiction. Ouais, ben, depuis que j'ai commencé, un fantastique et 3 SF, hein, je suis... désolée. Il y a la colline avec ses maisons fleuries et la ceinture avec ses immeubles de béton. D'un côté les bleus, d'une intelligence hors du commun, de l'autre les pâles, destinés à les servir. C'est le monde de Ness, le seul qu'elle ait jamais connu. Comme ses amis, elle occupe sagement la place que les bleus lui ont réservée, jusqu'au jour où les questions et les dangers surgissent. Alors Ness n'aura plus le choix, elle devra fuir, emprunter une route mystérieuse qui l'amènera à découvrir les secrets de cette société. Voilà, c'était pour La Route de Ness. Ben écoutez, encore une fois, je trouve que voilà, entre la colline avec ses maisons fleuries et la ceinture avec ses immeubles de béton, voilà, ça peut être très sympa également. Donc voilà, je l'ai mis également dans ma sélection. Ouais, je regarde bien parce que... Alors ensuite, on va arriver avec La Sentinelle de Jean-Pierre Favard, voilà. Si j'ai mis ce roman, simplement, c'est parce que Jean-Pierre Favard est un auteur qui m'intrigue depuis un moment. J'ai déjà eu l'occasion de lire de ses nouvelles, qui étaient très sympas, dans des recueils de nouvelles, mais j'ai jamais eu l'occasion de lire un de ses romans, donc voilà, je me suis dit, allez hop, on y va, c'est l'occasion, et puis en plus, voilà, la 4ème me plaisait bien, donc c'est chez Ogmios Éditions, et c'est du fantastique. Alors, on est avec Francis qui vit avec sa famille dans un quartier tranquille de Danvers, dans le Massachusetts, si j'arrive à le dire. Seule ombre au tableau, une bâtisse délabrée qui se dresse au bout de sa rue. Une maison vers laquelle il va bientôt se sentir irrésistiblement attiré, comme si une force lui tentait de prendre le contrôle de son corps, de son esprit, de sa vie. Comme cela fut le cas autrefois pour le vieux Georges, un de ses voisins, un homme un peu étrange qui s'est lui-même baptisé la Sentinelle. Voilà, encore une 4ème de couverture très tentante. Hein. Voilà, donc la Sentinelle de Jean-Pierre Favard, voilà, j'avais envie de le mettre également dans ma liste parce que... Voilà. Ah on va revenir directement à de la SF, hein, voilà, avec Le Chant des Glaces. Donc de Jean Krug. Et c'est aux éditions critiques, voilà. Alors Della, c'est une planète glaciaire dont les ressources, extraites jour et nuit par des milliers de prisonniers, alimentent en eau potable le reste de la galaxie. Mais on y trouve également le Kriel, un morceau de glace aux propriétés spéciales que seuls les plus agiles et détenus parviennent à prospecter, les chanteurs. Lorsqu'un jour l'occasion est donnée à Bliss et Fée, chanteur insurgé, de se libérer, il n'hésite pas une seconde.
Accompagnés par Nox, ancien pilote, et Jenna, scientifique exilé, ils vont plonger au cœur du plus gigantesque des glaciers, et dans les méandres de ces galeries obscures, animés par la quête folle d'un Kriel parfait, c'est surtout leur propre conscience qu'ils vont explorer, avec cette question lancinante, au fond, quelle liberté. Voilà. Bah encore une fois, ouais, c'est assez tentant, voilà. Que dire, franchement, j'ai été tentée, voilà, par cette quatrième de couverture, hein, rien à faire. Rien à faire, c'est les quatrièmes de couverture, beaucoup de SF qui m'ont tenté, et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, donc le suivant, on est avec le 10e vaisseau, donc de Pierre Bordage, aux éditions Scrinéo, et avec de la SF. Voilà. Donc sur la planète brûle, Livio Skirel, capitaine de vaisseau, purge sa peine à perpétuité pour meurtre et escroquerie. Mais au bout de 6 mois, il est convoqué par le gouvernement qui lui propose une mission, prendre part en échange de sa liberté à une expédition dans la galaxie du Triangle, où on a détecté les signes d'une activité intelligente. Pour s'assurer de sa loyauté, on lui injecte un virus dont l'action se déclenchera au bout de 2 ans. Pour être sûr d'être revenu avant, Livio décide de prendre tous les risques. Il franchira les 3 millions d'enlumes qui les séparent de Brûle en effectuant les bons spatio-temporels jamais tentés jusqu'alors. Voilà. Encore une fois, bah oui, cette histoire de virus injecté, franchement, ça m'attire, et puis bah voilà quoi. Alors ensuite, oui c'est ça, on est directement en dessous, donc avec l'effet coccinelle, voilà. L'effet coccinelle de Yann Bécul. Yann Bécul est un auteur dont le nom me dit quelque chose, mais je ne sais pas quoi, voilà. Je n'ai jamais lu, c'est certainement un nom que j'ai déjà vu passer, voilà. Et donc on est aux éditions L'Homme sans nom, et on se retrouve encore une fois avec de la science-fiction. Bon, ici on nous dit pas grand chose, mais bon voilà, en collaboration avec la police, elle va devoir tenter de résoudre une série de meurtres sanglants, mais surtout préserver le secret des vampires. Voilà, c'est assez tentant aussi, donc voilà, vous savez, je suis pas très tentée vampire, mais là pour le coup, bah voilà, je sais pas pourquoi, ça me tentait, voilà, donc voilà. Ouais, je me suis un peu plantée dans mon ordre là, donc je suis un peu occupée de rechercher. Ah ouais, celui-ci. Celui-ci, je sais pas si beaucoup de monde aura voté pour lui ou pas. Mais moi, bah voilà, le titre, depuis qu'il est sorti, le titre m'attire énormément. Le jour où l'humanité a bip la fantaisie. Ouais, je vais quand même mettre un bip parce qu'on sait jamais, hein. Donc c'est de Karim Berouka. C'est aux éditions ActuSF. Et là voilà, on est dans de la fantaisie. Ben oui, vous en doutez bien, hein, vu le titre. Donc au départ, il y a un lutin qui hurle, vous avez bip la fantaisie, alors qu'il retient en otage plusieurs personnes dans une bibliothèque. Et puis il y a le coup d'un soir d'Olga qui se met à déconner et à foutre le feu à son appartement avant d'aller brouter les pissenlits par la racine. Et il y a aussi les 3 punks, Jax, Skrook et Pils, qui doivent jouer au festival du gouffre tandis qu'il se passe de drôles de trucs dans la forêt d'à côté. Voilà. Voilà, tout simplement, bah ouais, bah déjà le titre, et puis voilà, le lutin qui hurle, bah ouais, voilà, et puis voilà, franchement, ça m'intriguait énormément. Énormément. Alors ensuite, le suivant, je l'ai mis parce que je l'ai déjà lu. Je dois encore en faire un avis sur la chaîne, donc voilà, vous aurez un avis très bientôt sur ce roman sur la chaîne. Comme maintenant il fait partie du Pélib, ben voilà, je ferai un avis indépendant, donc un avis seul, vous savez, pour le Pélib. Cette année, l'année passée, j'avais dit que j'allais le faire, cette année, je vais vraiment essayer de le faire. C'est de faire des avis vraiment consacrés aux livres quand ils font partie du Pélib. Pas faire un point lecture avec plusieurs livres, mais des avis consacrés aux livres, voilà. Donc il s'agit de L'Enfant Pan d'Arnaud Druel.
aux éditions Gulfstream, voilà. Bah ouais, là clairement on est dans de la fantasy. L'enfant pan, ben oui, on est à Londres, donc ouais, je l'ai lu, mais voilà. Le jeune, donc on est avec Peter Jackson, c'est ça qui est placé donc à l'Oiseau Bleu, donc c'est dans une école privée pour les garçons. Mais il se sent pas à sa place, voilà, et puis bah voilà, il va s'enfuir. Il va s'enfuir et puis il va rencontrer deux étranges petites fées. Et puis là, voilà, va commencer donc une aventure de fantaisie, voilà. Et ben l'enfant Pan, vous vous doutez hein, qu'on est dans une réécriture donc de Peter Pan en fait, voilà, hein, vous en doutez. Je ne dirai pas plus, voilà, parce que bah, je viendrai vous en reparler très très bientôt sur la chaîne. Donc on va pas s'attarder, mais franchement c'est un roman que moi je vous recommande personnellement. Moi j'ai beaucoup aimé l'enfant Pan, donc voilà. Alors ensuite nous voici avec l'énigmaire. Alors l'énigmaire de Pierre Sandors, donc on est aux éditions Kidam et c'est de la science-fiction, voilà. Or, un village bombardé en 1916 a été transformé depuis en zone rouge interdite au public. Des fouilles archéologiques, voilà, hein. Il révèle une activité géomagnétique anormale et les vestiges d'un ancien culte chthonien. Ceux qui s'y rendent en reviennent inexplicablement changés. Trois inconnus, Laszlo surnommé Little Nemo, le premier spatien, Adna Snor, une musicienne en deuil, et Sylvia Pan, une femme en quête de racines, se confrontent tour à tour au mystère d'un territoire marqué par les révolutions croisées du règne naturel et de l'âme. Voilà. Bah ouais, c'est encore bien tentant tout ça, hein, ces trois personnages là, ils ont l'air très intrigants. Des fouilles archéologiques, voilà. Il y a tout pour plaire ce roman, donc bah voilà. Il n'y a pas d'avance, je l'ai mis dedans. Alors ensuite, excusez-moi, je regarde vraiment parce que voilà. Parce que voilà, je ne me rappelle plus donc de ce que j'ai mis. Voilà. Parce que bon, c'est vrai qu'on a lu toutes les quatrièmes de couverture, on a. Voilà, et puis il a fallu faire un choix, mais si je l'avais pas noté là, je me souviendrais plus de rien. Clairement. Voilà, les âmes inconscientes. Donc de Ron Marty chez Scrinéo, on est dans du fantastique et en même temps dans de la science-fiction, apparemment, voilà, d'après ce qui nous est dit. Donc maintenant, après un attentat dans une boîte de nuit de Washington, 5 personnes sont soudain confrontées à des traumatismes d'une précédente vie. Juliette, spécialiste de la réincarnation, est convaincue qu'un secret est caché dans leur inconscient, une histoire oubliée depuis longtemps dont ils devront pourtant tous se souvenir s'ils veulent parvenir à éviter un nouveau drame. Avant, à l'époque des colons américains, la famille God est la plus riche de leur région. Ils tentent de mener une vie de bons puritains sans prêter attention à la convoitise qu'ils inspirent. Toutefois, lorsqu'un mal étrange se répand chez leurs voisins, ils deviennent la cible d'un homme qui compte bien tirer avantage de la paranoïa qui s'installe dans leur communauté. Et si nos peurs les plus irrationnelles étaient en réalité les réminiscences d'une existence passée? Voilà. Bah ouais, encore une fois, c'est vachement intriguant, quoi. Ça me tente pas mal du tout, donc voilà. Voilà. Ah oui, celui-là, je sais pourquoi je l'ai mis, celui-là. Alors ensuite, donc, on se retrouve avec Les Dernières Reines de Christophe Léon chez Le Muscadier. Voilà, on est encore avec de la science-fiction. Et puis on se retrouve encore une fois avec un peu, voilà, avec la Terre, entre guillemets, parce qu'on est dans le réchauffement climatique. Donc le réchauffement climatique atteint des sommets dans cette zone équatoriale de l'Afrique où la forêt primaire n'est plus que résiduelle. L'agriculture intensive a investi toutes les terres disponibles et mobilise les dernières innovations technologiques jusqu'à la pollinisation. Mais quand la fille du manuel de l'agroalimentaire achète sur le marché noir un mystérieux petit pot jaune à un séduisant africativiste, un grain de sable s'immisce dans les rouages de la multinationale.
La catastrophe écologique qui se déclare risque de faire basculer de nombreuses vies en direct sur les réseaux sociaux. Voilà, on est encore une fois dans une histoire d'écologie, de basculement de la Terre, entre guillemets, et voilà. J'avoue que c'est vraiment un sujet qui m'a attiré à fond dans ces romans du Plib, au fait. Alors, ensuite, oui, c'est ça, on continue. Oui, voilà, celui-là, il m'attirait beaucoup. J'aurais pu le lire, mais j'avais déjà d'autres livres en cours, donc voilà, je le laissais passer, pourtant il m'attirait beaucoup. Le second souffle de Gilles Marchand aux éditions Rageot. Donc voilà, on est encore une fois dans de la science-fiction. Et on a Éculisse qui a 16 ans, qui vit avec d'autres sous la coupole protectrice du sang dont il n'est jamais sorti. Dehors règne la bête. L'extérieur est hostile, empoisonné, les enfants gravement asthmatiques, à la santé précaire, sont encadrés par des médecins. Ava, elle habite Paris, elle milite pour la planète avec sa meilleure amie Nour. Quand elle découvre le secret de son père, un scientifique dévoyé, elle réussit à alerter Ulysse. Voilà. Ouais, j'avoue que ça, c'est un roman qui me tentait pas mal, que j'aurais pu demander voilà, en partenariat sur Négalais, que j'ai pas fait. C'est dommage parce que si j'avais su qu'il était dans la sélection du Pélib, ah ben je l'aurais fait, franchement. Mais bon, je pouvais pas savoir. Voilà, je pouvais pas savoir. Alors ensuite, on passe donc au roman Les Enchantresses. Voilà, tome 1, Le Grimoire volé. De Sophie Gliocas chez Hachette Roman, donc c'est du fantastique. Imaginez pouvoir vous protéger de voix solaires, imaginez pouvoir vous venger d'eux sans avoir à bouger le petit doigt. Séduisant, n'est-ce pas? C'est ce que pensaient Bleuhen, Flora et Lysique, du moins, jusqu'à ce que ça aille trop loin. En trouvant un grimoire dans la forêt de Broceliande, ces trois filles que tout oppose n'auraient jamais pensé que ces incantations marchaient vraiment. Et puis leur vie a basculé, elles sont devenues des enchantresses. Voilà, les incantations, la forêt de Broceliande, voilà, c'est... Voilà. C'est craquage. C'est craquage. Alors ensuite, voilà, on se retrouve donc avec Les Enfants du Chaos, de Ellie Gapre, chez Gulfstream. Franchement, ce roman me faisait de l'œil aussi, déjà, avant qu'il soit dans le Pélib. Donc on a avec la science-fiction. Sur la Terre décimée par les catastrophes climatiques, les enfants du don, capables de maîtriser les éléments naturels, sont objets d'espoir et de convoitise. Sévan, jeune rebelle à l'esprit libre, est prête à tout pour garder les secrets, les pouvoirs de sa sœur. À l'autre bout du monde, Lac, adolescent privilégié, accepte d'utiliser les siens pour gagner l'estime de son père. Et puis il y a Awa, la petite chuchoteuse. Les épreuves qu'elle traverse nourrissent une colère prête à s'embraser. Voilà, on est encore une fois sur une terre décimée par des catastrophes climatiques. Voilà, apparemment, il y a des enfants donc, qui sont capables de maîtriser les éléments naturels. C'est vachement intriguant, voilà, c'est vachement tentant. Donc, voilà, j'ai pas pu résister. Alors ensuite le suivant, donc il s'agit des héritiers de Salem. Donc là je pense qu'on est un peu entre fantastique et fantasy, voilà. Et j'avoue que oui, il m'intriguait beaucoup aussi. Donc c'est aux éditions Nouvelles Plumes, les Nouvelles Plumes de chez France Loisirs. Hein. Il y a des légendes qui ne meurent jamais. Déjà quand on parle de légendes, voilà, hein. Ça m'intrigue, je suis désolée. Recueillis par leur tante après la mystérieuse disparition de leurs parents, Serena et ses frères découvrent les origines de leur famille, propriétaires du somptueux manoir de Milling Hill à Salem. Voilà, un manoir, encore une fois, ça y est. Je suis désolée, un manoir, et je craque. La lycéenne est bientôt confrontée à des phénomènes étranges et inquiétants. Quel secret lui cache cette ville? Une saga ensorcelante qui revisite à merveille le mythe des sorcières. Ouais, voilà, c'est ça qui m'attire à fond, quoi. Voilà, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je vais tourner.
Parce que voilà, je n'ai pas tourné mon petit cahier. Et alors ensuite on descend un peu, on descend un peu, on descend un peu. Voilà, on descend un peu sur le site. Il y a des moments où les livres sont l'un à côté de l'autre, puis il y a des moments où il faut descendre un peu. Alors voilà, on est avec les mots fantômes. Donc de David Moité, chez Didier Jeunesse. J'aurais vraiment aimé le lire aussi celui-là parce que franchement, il me faisait super envie. Je le lirai peut-être, hein, rien n'est fait. Et là on est avec du fantastique. Donc Elliot est en maison de repos, sa mère vient de mourir. Cependant il est clair que pour lui cette mort est suspecte et qu'il ne s'agit pas de suicide, qu'on veut lui faire croire, avec qui il a une connaissance du lycée, victime d'étranges hallucinations. Il décide de mener sa propre enquête aux frontières du réel. Au bout du chemin, une vérité inconcevable l'attend. Voilà, encore une fois, hein, qu'est-ce que vous voulez, des hallucinations, un suicide qui n'est pas vraiment ce qu'on croit, hein. Comment voulez-vous que je résiste, sérieusement? Comment voulez-vous que je résiste? Alors ensuite, voilà, donc là on passe par contre juste à côté, les mystères de Sidrock. Tome 1, Le Passage, voilà, c'est un tome 1, de Armel Rollo, aux éditions Beluga. J'ai jamais entendu parler de cette maison d'édition, donc voilà, c'est une bonne occasion de la découvrir, hein, voilà. Et c'est du fantastique. Donc Antoine, 15 ans, est furieux. Avec Paul et Anna, son frère et sa sœur, il doit passer tout un été chez son grand-oncle et sa grand-tante qu'il connaît à peine. 2 mois isolés en pleine forêt bretonne. Ah, déjà la forêt bretonne, voilà. Mais il s'y résigne car sa maman est atteinte d'une maladie inconnue et son père doit lui consacrer tout son temps. Sur place, Antoine se méfie. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette demeure, des phénomènes étranges s'y passent. Inquiet pour son frère et sa sœur qu'il s'est juré de protéger, le garçon confronte Marcel et Dany, les propriétaires de la maison, qui n'ont alors d'autre choix que de lui révéler le secret. Et puis voilà, je vais m'arrêter là parce que le résumé est très... Et puis voilà, on va pas y passer, hein. On a encore une fois déjà 27 minutes, donc voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Alors ensuite donc, on va passer aux nébuleuses. Les nébuleuses, tome 1, la couleur des nébuleuses, voilà, tout simplement, de Armandine Peter, aux éditions Explora. Pareil, je connais pas du tout la maison d'édition, mais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler. Donc voilà, c'est super de découvrir des maisons d'édition. Pardon. Et donc on est de la science-fiction. En 2099, les nébuleuses sont détectées pour la première fois dans la Voie lactée. Le nuage de particules aux propriétés miraculeuses propage la vie à travers la galaxie et devient rapidement le fondement d'une nouvelle religion, contrôlée par un organisme bienveillant, le Nébularium. Et je pense que je vais m'arrêter là, parce que voilà, c'est encore une fois un résumé très grand. Et vous pouvez toujours en voir plus à chaque fois, hein, sur le site du Plib. Donc je vous mets le site du Plib en barre d'infos comme je l'ai fait avec la précédente vidéo. Et comme ça, voilà, ça vous permet d'en voir plus. Parce que sinon, je n'aurai pas le temps encore de tout présenter. Voilà, je suis descendue un peu plus loin. Avec le troisième exode de Daniel Matt chez Scrineo. Et on est dans de la science-fiction, encore une fois. Guidé par un réseau d'intelligence artificielle surpuissante, l'essentiel de l'humanité a quitté la Terre pour partir à la conquête des étoiles. Un siècle plus tard, les oubliés ont repris une vie normale, mais se questionnent encore sur le destin des voyageurs qui ne sont jamais revenus les chercher. Ezra, un jeune orphelin, souhaite quitter sa ville dans laquelle il ne trouve pas sa place. Dans ce but, il parcourt quotidiennement les ruines d'une ancienne cité afin de ramener des objets à réparer puis à revendre, espérant bientôt avoir les moyens de ses ambitions. Un jour, il découvre une tablette électronique de l'ancien monde que seule son amie Céleste, une jeune fille surprotégée par ses parents, semble pouvoir activer. Ils font ainsi la connaissance de Géo, une intelligence artificielle abandonnée qui ne se souvient pas pourquoi les siens l'ont laissée sur Terre.
peut-être pour guider ce qu'il reste de l'humanité. Ouais, voilà, encore une fois, on est sur Terre, on est avec ce qui reste de l'humanité, voilà, c'est... j'en reviens toujours au même, hein, mais bon, voilà quoi. Alors ici, on se retrouve avec un livre très très jeunesse, voilà, mais bon, je ne pouvais pas ne pas le mettre, c'est L'éveil des sorcières, tome 1, l'apprentissage de Nora, donc de Cordelia chez Scrinéo, et c'est de la fantaisie. Personnellement, si je l'ai mis, c'est parce que j'avais découvert Cordelia l'année passée dans le Pélib, dans le Pélib 2021. Je l'année passée, non, encore en 2021, mais dans le Pélib 2021, voilà, avec... je vous mettrai le titre ici, si je n'oublie pas. Et j'avais beaucoup aimé les thèmes qu'elle abordait dans ce roman, donc je me suis dit que j'avais envie de réitérer l'expérience avec la plume de Cordelia, voilà. Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Après avoir causé un tremblement de terre à l'école, j'ai découvert que j'étais une sorcière. Moi, Nora, j'ai donc commencé mon apprentissage avec deux autres élèves, Maëlys et Ryan, et Madame Wan, ma prof de musique. Et oui, elle aussi, c'est une sorcière. Je ne m'en serais jamais douté. Voilà. D'ailleurs, je pense que j'avais mis dans les sorties du mois d'août qui m'intéressaient. Je pense que c'est au mois d'août qu'il est sorti. Parce que j'ai pas fait les sorties de septembre et d'octobre, mais j'avais fait les sorties du mois d'août. Et voilà, je pense que je l'avais mis dans les sorties du mois d'août, si je me trompe, parce que voilà, ce roman je vais y arriver, m'attire énormément. C'est la plume de Cordelia, en fait, qui m'attire. Franchement, j'ai hâte de la retrouver, donc voilà. Alors ici, donc, nous sommes avec L'île aux moines de Pascal Malos, aux éditions Ogmios, et nous sommes dans du fantastique. Alors, cette enquête fantastique et horrifique vous amènera au monastère de Saint-Honorat sur les îles des Lérins, où une série de meurtres semble échapper à toute logique. Pascal nous fait découvrir une autre histoire de ces îles situées en face de Cannes et explore les rivages sombres du fantastique, tout en empruntant des éléments en romans de gare en les sublimant. Voilà, une enquête fantastique horrifique qui amène à un monastère, il faut pas m'en dire plus personnellement. En plus sur une île, voilà, il en faut pas plus pour me faire craquer. Alors oui, ce roman, le roman suivant, voilà. L'œil du chaos, Jean-Marc Desnos, j'adore la plume de Jean-Marc Desnos, j'ai pas encore eu l'occasion, voilà, de lire L'œil du chaos. Mais voilà, ça ne saurait tarder, je vois Jean-Marc en parler depuis très longtemps avant sa sortie déjà sur les réseaux. Donc c'est chez Tornada, et là on est plus dans la science-fiction clairement, même s'il est marqué fantastique sur la couverture, je crois qu'on est plus dans de la science-fiction. Et j'avoue que ça m'intrigue pas mal, ce changement, en fait, chez Jean-Marc, parce que bon, on l'a connu avec les aventures d'Alain Lambert, et là, ça m'intrigue vraiment, en fait, ce changement, donc chez Jean-Marc. Tandis qu'une canicule sans précédent frappe l'Europe, Théo, un jeune lycéen de 17 ans, est terrifié quand elle réalise que les photos qu'il vient de faire dévoilent l'horreur et le chaos 21 jours à l'avance. Mais personne ne le croit. Et lorsque partout dans le monde, le courant disparaît, les avions s'écrasent et que toutes les cloches des chapelles et des églises se mettent à sonner inexplicablement, il est déjà trop tard. Théo est alors loin d'imaginer l'incroyable mission de survie et d'espoir que le destin lui réserve. Ça, ce sera un roman qui sera certainement aussi lu et chroniqué très bientôt, voilà. Parce que franchement, je suis trop curieuse de découvrir ce nouveau roman de Jean-Marc Desnos. Clairement, je suis trop curieuse. Alors ensuite, voilà, on arrive avec Lullaby, donc de Cécile Guillot. Cécile Guillot que je n'ai jamais lu et qui pourtant est assez connue apparemment, aux éditions du Chat Noir, et on est dans du fantastique. On est aux États-Unis dans les années 20, et puis on est avec Hazel qui aime écrire des histoires horrifiques et rêve de devenir écrivain. Mais rien que ça me plaît quoi. Son cœur bat pour sa jolie voisine blanche, mais quand ses parents découvrent ses diverses déclinaisons, ils s'en indignent et décident de la faire interner à Montrose Asylum. Là-bas, elle rencontre la fougueuse Jo et la fragile Lula. Tous les trois vont suivre la mystérieuse berceuse qui s'élève la nuit, les menant au sein d'un jardin abandonné. Voilà, mais voilà, tout m'intrigue là-dedans, voilà les thèmes abordés, cette mystérieuse berceuse... un jardin abandonné, voilà, tout m'intrigue. Et puis les années 20, pourquoi pas, ça change vraiment, quoi, je trouve.
Je trouve que ça change énormément. Alors ensuite, on se retrouve avec Marie de Pluie. Alors Marie de Pluie de Pauline Cidre. Pauline Cidre, il me semble qu'elle était l'année passée dans le Pays Libre aussi, enfin dans le Pays 2021, ou ce nom me dit quelque chose. Mais bon, on peut pas se souvenir de tout. Si, Pauline Cidre, elle a écrit Rocaille. J'ai peur de dire des bêtises, hein, mais je crois que c'est ça. Je crois. J'ai du mal au fait des fois à faire l'amalgame entre... quand j'ai lu qu'un livre d'un auteur, par exemple, à faire l'amalgame entre le nom de l'auteur et le titre du livre, au fait. Donc j'ai peur de dire des bêtises. Donc on est chez Ogmios Éditions et on est dans du fantastique. Elsa et Lucas Gréminoir se rendent à la vieille ferme familiale pour la vider suite au décès de leur grand-père. Ils ne savent presque rien de leur famille, à part qu'elle ne compte aucune autre fille qu'Elsa. Les autres descendantes étant toutes décédées en bas âge. Alors qu'ils se promènent sur le domaine de leur grand-père, ils découvrent la sépulture d'une curieuse Marie. Très vite, Elsa est obsédée par cette mystérieuse défunte que personne ne semble connaître, pendant que Lucas, lui, explore les secrets de la vieille bâtisse isolée. Ouais, voilà encore une fois cette vieille ferme familiale, et puis... elle me semble pas très nette, cette vieille ferme familiale, donc... ben, voilà quoi. Alors ensuite, on va passer à un roman que j'ai lu. Un roman très jeunesse, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. À mon avis, je crois qu'il est classé en fantastique, oui, voilà. Donc il s'agit de Maudite Poupée, voilà, d'Amélie Antoine. Et c'est chez Casterman, voilà. C'est la collection Hantée. J'adore cette collection chez Casterman, voilà. Je suis désolée, c'est un roman jeunesse, mais je ne pouvais que le mettre. D'ailleurs, je vais vous en parler très vite sur la chaîne aussi. J'en ferai une petite vidéo rien que pour ce roman. Voilà. Donc, Hantée. Alors, attendez, parce que... Voilà, donc c'est ça, on est avec Thaïs et Margot, donc qui sont deux sœurs inséparables, et qui vont faire une brocante, voilà. Et elles vont tomber amoureuses d'une vieille poupée en dentelle. Mais cette vieille poupée va leur en faire voir de toutes les couleurs. La poupée va être très mystérieuse, voilà. Donc, regardez quand vous voyez la couverture. Moi, franchement, j'adore la couverture. Je la kiffe, elle est magnifique. Et donc, je vous en reparlerai, pareil, très bientôt. Bah, je vous en ferai une vidéo dédiée rien qu'à ce roman. Parce que, voilà... S'il fait partie du pays 2022, il aura sa petite vidéo dédiée. Je n'en ai pas encore parlé. Mais franchement, ce roman est vraiment... C'est un petit roman jeunesse, mais voilà, c'est vraiment sympa. Niveau fantastique, niveau un petit peu horrifique comme ça. C'est vraiment super. Alors ensuite, voilà, Melmoth le Furieux. Alors, Melmoth le Furieux. Franchement, regardez-moi cette couverture, franchement, j'adore. J'adore cette couverture, franchement, moi ça me... Déjà avec la couverture m'attire énormément. Donc ici c'est de Sabrina Calvo, aux éditions La Volte. Pareil, une maison d'édition que je connais pas, donc voilà, c'est l'occasion. Et on est dans de la science-fiction. Bon, je vous lirai pas toute la quatrième de couverture parce que... Alors, elle est née à l'Orée du Bois, une cité réduite à néant par les bulldozers, des médias et de la finance. Hantée par les ruines de son Éden foiré, elle rejoint la communauté solidaire à Belleville, où l'on organise et lutte en marge du système répressif. Elle, ses filles, 40 piges, a tenté de trouver de la beauté dans ce monde fatal. Fille est un chaos de fils et aiguilles, de couture impossible, car fille est couturière. La fille est en colère quand son frère Mehdi s'est immolé le jour de l'inauguration d'Euro Disney le 12 mars 1922. Elle s'est jurée de comprendre son geste. Voilà, je vous en dis pas plus parce que le résumé fait le double voire le triple. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus parce que je trouve que c'est déjà pas mal. Alors ensuite, on va passer encore une fois à un roman donc que j'ai en version papier, que je pourrais vous montrer en version papier, c'est toujours plus sympa, voilà. Mon beau grimoire, encore une fois dans la collection Hantée. Donc ici c'est de
Chrysostome Gouriot, oui, j'arrive jamais à le dire, je l'ai déjà dit dans une vidéo, j'arrive jamais à le dire, c'est le nom de l'auteur, voilà. Celui-là, je ne sais pas, celui-là je vais devoir vous lire le résumé par contre, parce que... Une jeune fille harcelée qui se voit proposer des pouvoirs maléfiques, pire que vos pires cauchemars. Sorcière, sorcière, surveille tes arrières. Parce qu'elle habite une maison au milieu du cimetière. Perséphone est harcelée par 3 garçons, sans cesse. Sorcière, sorcière, jusqu'au jour où une vieille femme vient rôder entre les tombes et lui propose de sombres pouvoirs. Et si la jeune fille en profitait pour se venger? Voilà, c'est une histoire de sorcière qui me tente énormément. Et du coup, je l'ai mis aussi parce que cette collection hantée, moi, il n'y a rien à faire, c'est la boîte de la jeunesse. Je kiffe ça, franchement. Donc voilà, je l'ai mis dedans aussi. Bon, ça va, on avance bien, je vois. Donc, c'est chouette, on a 40 minutes et il nous reste une dizaine de livres, donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire, voilà. Si je vous mets pas la couverture, bien sûr. Hein. Alors ici, donc, nous sommes avec nos jours brûlés de Laurent Safou chez Albin Michel. Et nous sommes dans de la SF, voilà, nous sommes repartis dans de la SF. 2049, depuis 20 ans, le soleil a disparu et le monde est plongé dans la pénombre. La faune et la flore se sont peu à peu adaptées et les espèces nocturnes multipliées. Pour les humains, s'éclairer, se nourrir, survivre sont devenus des défis quotidiens. Encore une fois, voilà, on est dans un monde où, tout n'est plus comme... Tout n'est plus pareil, quoi. Elikia, née peu après l'avènement de la Grande Nuit, et sa mère Diba se sont fixés pour mission de ramener le jour sur le monde, persuadés que la disparition du soleil est liée à celle de Judu, une ancienne et mystérieuse cité ayant abrité des esprits et des individus dotés de pouvoirs, toutes deux sillonnent le continent africain dont elles sont originaires à la recherche de témoignages. Voilà. Pardon, ça gratte. Voilà, donc encore une fois, un roman de SF très tentant que je ne connaissais pas, voilà, que je découvre grâce à ce Pélip 2022, voilà, donc... franchement, c'est vraiment un plaisir de parcourir tous ces livres, même si on a 243, ça peut vous sembler long, mais personnellement, je trouve que c'est un vrai plaisir. Alors ici, on se trouve donc avec Oxylus, le garçon et le robot en bois. Voilà, de Jean-François Morin, aux éditions Le Lac au Fait. Encore une fois, une maison d'édition dont je n'ai jamais entendu parler. Jamais. Donc voilà, je me suis dit, allez, maison d'édition dont on n'a jamais entendu parler. En plus, la couverture est pas mal, le titre fait super envie. Et on est dans la SF. 2135, comme tous les adolescents de son âge, Enzo, 12 ans, est prêt à recevoir son premier Android à la veille de rentrer en 5e. Enfin, ce garçon solitaire ne sera plus le mal-aimé du collège. Comme les autres, il aura un Helios 500 ou même un Zeus X444, son rêve. Mais le jour J, les espoirs d'Enzo se brisent, car si son père, ancien ingénieur, lui offre bien un robot, fabriqué de ses mains, cet androïde Oxylus se révèle être en bois. Désemparé, humilié, Enzo a le sentiment que personne ne le comprend, et il n'a qu'une idée en tête, fuir. Loin, mais sa fugue ne se fera pas seule, car Oxylus, en secret, le suivra comme son ombre, une ombre qui intéresse dangereusement Tech Métis, l'entreprise leader dans la robotique, prête à tout pour mettre la main sur cet androïde atypique. Transformons cette fugue en véritable chasse à l'homme. Enzo devra alors trouver la réponse à 2 questions. Pourquoi ce robot en bois intéresse-t-il autant Tech Métis? Et se pourrait-il que sa rencontre avec Oxylus soit finalement la meilleure chose qui lui soit arrivée? Telle la question. Franchement, j'adore quoi, ça change, cette histoire d'Oxylus, de robot, voilà, ça change quoi. Ça change. Alors ici, donc on se retrouve, voilà, ensuite... J'ai peut-être été... Non, voilà. Avec Paradict, donc de Pauline Pucciano. J'ai du mal à le dire aussi, Pauline Pucciano, je sais pas. Donc chez Gallimard Jeunesse. Et encore une fois, c'est de la science-fiction, voilà. De la jeunesse, mais de la science-fiction. Ouais.
On me refera plus, hein. On me refera plus. En 2071, le monde est en proie au réchauffement et à l'insécurité. Le gouvernement de la World Administration semble incapable de diriger la planète. Alvar Costa, policier désabusé et adepte du paradis, un univers virtuel où la liberté individuelle a encore une signification, enquête sur un meurtre qui risque de révéler une affaire politique très dérangeante. Voilà. Encore une fois, on parle de réchauffement, d'insécurité, hein, voilà, c'est la SF, je crois que, voilà. Alors ensuite, on va passer à un petit roman jeunesse chez Gulfstream, enfin, jeunesse, young adulte, voilà, que j'ai commencé hier soir. Sur ma Kindle, donc voilà. Paris Z8 de Aurélie Gerlach chez Gulfstream, et c'est du fantastique. Alors personnellement, je dois vous dire que je l'ai pas lu beaucoup. J'en ai pas lu beaucoup pour l'instant, parce que j'ai pas lu beaucoup hier soir, mais franchement, j'ai bien aimé ce que j'en ai lu. On est, voilà, un peu on est avec les réseaux sociaux, on est avec des zombies, voilà. C'est une histoire de lancement de crème de beauté, de la crème de beauté Selenium. Et ben voilà, il va se passer beaucoup de choses pendant ce lancement de cette marque de beauté. Et voilà, on va se retrouver clairement Paris Z8, vous vous doutez, ça se situe à Paris. Et voilà, il va y avoir des zombies. On va se retrouver face à un virus et puis face à une quarantaine. Et voilà. J'avoue que j'ai hâte de le reprendre ce soir pour en savoir plus. Franchement, je suis très curieuse. Mais de toute façon, voilà, il aura également son avis donc sur la chaîne, voilà. Son avis spécial sur la chaîne, vu que il fait partie du Pélib, donc voilà. C'est bien, je suis contente parce que j'aurais lu déjà quelques livres, j'aurais quelques livres à lire encore. Et c'est pas mal comme ça, voilà, je pourrais vous en parler. Et voilà quoi. Alors on va continuer avec Plasma de Céline Minard aux éditions Rivage. Les éditions Rivage, je n'ai jamais lu, je connais de nom. Mais voilà, je n'ai jamais lu de roman chez eux. Et on est avec de la science-fiction. Donc Céline Minard nous plonge dans un univers renversant où les espèces et les genres s'enchevêtrent. Le réel et le virtuel communiquent par des fils ténus et invisibles. Qu'elle décrive les mesures sensorielles effectuées sur des acrobates dans un monde post-humain. La conversation de la mémoire de la Terre après son extinction, la chute d'un parallélépipède d'aluminium tombé des étoiles et du futur à travers un couloir du temps, ou bien encore la création accidentelle d'un monstre génétique dans une écurie de chevaux sibérienne. L'auteur dessine le tableau d'une fascinante cosmovision dont les recombinaisons infinies forment un jeu permanent de métamorphose. Fidèle à sa poétique des frontières, elle invente ce faisant un genre littéraire, forme éclatée et renouvelée du livre-monde, si j'arrive à le dire. Waouh! On va arriver au bout. Voilà. Ouais, encore une fois, c'est pas mal, voilà. La chute du parallélépipède d'aluminium, la création accidentelle d'un monstre génétique dans une écurie de chevaux sibérienne. Voilà, c'est tout des choses qui... voilà. Qui font vie, qui font marcher notre imagination, quoi. Alors, je descends un petit peu plus bas, voilà, pour Prémortem. Alors, Prémortem, donc c'est de Patrick Max Spar, j'imagine MC Spar, chez la édition, et on est dans du fantastique. Tu pensais que ce serait un 31 octobre comme les autres, avec des gens qui se déguisent et des monstres pour rire. Tu ignorais que les monstres existent vraiment et veulent détruire l'humanité. Tu ignorais que, tétanisé par cette menace surnaturelle, le monde basculerait dans une répression reprenant le Big Brother de 1984 à une gentille fable. Tu ignorais l'essentiel et ça te convenait très bien. Maintenant tu sais, à cause de la révélation d'une sorcière aussi belle que livide, maintenant que tu connais la date de ta mort, et la mort, comme la pauvreté, rend indésirable. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Ouais, voilà, j'avoue que cette histoire de Big Brother 1984, voilà, c'est... Et c'est un tome qui s'appelle Mourir de vivre, en fait. Donc, Mourir de vivre, ça dit beaucoup aussi, je trouve, franchement... voilà, ça m'attire encore énormément.
Alors ensuite, voilà, on a donc Sable Bleu de Yves Grévé, donc chez Syros. Et puis on est dans de la science-fiction. Tess ose à peine y croire, le monde va mieux. La Terre respire depuis qu'une étrange bactérie a contaminé les gisements de pétrole, et puis il y a ces médicaments, ces aliments nocifs qui disparaissent inexplicablement des magasins. Des hackers de génie à tendance écolo seraient-ils à l'origine de ces phénomènes? À plusieurs reprises, Tess sent des présences autour d'elle, des frôlements, et se demande si la réponse n'est pas à chercher ailleurs. Alors que la police s'intéresse à son cas, des jeunes gens se mettent à disparaître, eux aussi. Voilà, encore un roman qui fait envie, hein. Justement, là, le monde qui va mieux, et puis des choses qui disparaissent, tiens. Est-ce que ce serait pas ça la solution? Voilà. Franchement, voilà. Encore une fois, c'est très très intriguant. On va descendre plus bas. Alors le roman suivant, bah oui voilà, j'ai reçu l'auteur donc sur la chaîne en live dimanche dernier. Bah voilà, Talisman de Gilles de Bouvry. Il est classé ici en fantastique, donc c'est chez Livresse Édition, voilà. Donc on est avec Orlanda, une petite fille de 9 ans. Mais voilà, on a cette histoire de talisman. Et alors on est avec aussi l'inspectrice Carla Mendes, c'est ça, ouais, les noms, moi, je les oublie souvent. Et franchement, cette histoire de talisman, elle est vraiment super, parce qu'en plus, on alterne donc entre le talisman et puis l'enquête. Et le talisman, il va passer de corps en corps, enfin voilà, ça va être... je vous en dis pas plus. Je vous lis même pas la quatrième de couverture, voilà, parce que je l'ai lu, et voilà. Franchement, j'ai kiffé ce roman. J'ai envie de dire, voilà, lisez-le, votez pour ce roman, parce que franchement, c'est une super méga claque. Je suis vraiment ravie d'avoir pu être bêta lectrice pour ce roman. Et voilà, j'aspire vraiment à l'avoir entre les mains et pouvoir faire ouh, je l'ai. Franchement, c'est un roman que j'ai lu 2 fois. Je l'ai relu là maintenant parce que il est sorti il y a très peu de temps chez Livresse. Et voilà, donc bah, j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains ce roman parce que j'ai passé un super moment avec la plume de Gilles de Bouvry, franchement. Euh, que dire quoi, pour vous convaincre de voter pour ce talisman, de lire ce talisman. Voilà. Alors ensuite on est avec... on descend... Voilà. Un reflet de lune de Estelle Faye, voilà, donc c'est chez Actu SF, et on repart dans la science-fiction. Donc on est à Paris, un siècle après l'apocalypse, la capitale est plongée dans les pluies de printemps échées, dans une affaire qui le dépasse. Des sosies apparaissent pour lui faire porter le chapeau des crimes dont il est innocent. Du lagon du Trocadéro au repère lacustre des pirates de la Villette, Chet arpente les bords de la Seine, en crue à la recherche de ses mystérieux doubles autant que lui-même. Ah, voilà ce qui m'a attiré déjà si ça se passe à Paris, c'est qu'on a un siècle après une apocalypse, et puis voilà, il va se passer des choses, on va être au bord de la Seine, tout ça, et voilà, ben ça m'a attiré pas mal. Alors là, on va être encore avec un roman jeunesse, mais je sais pas pourquoi ce roman jeunesse, j'ai l'impression qu'il a du potentiel, voilà, déjà. Tatiana de Ronet nous dit que c'est une incroyable imagination. Donc on a Cursibel tome 1, fils de la grande ours, franchement, il me fait très envie, j'ai très envie de lire ce roman. Donc c'est de Caroline Jeanneret, et c'est chez Robert Laffont, et on est dans la fantaisie, ouais, clairement. Bon, après, voilà, là, clairement, sur le site du Plib, j'ai pas été voir ailleurs. On n'a qu'une petite phrase, mais une petite phrase très très mystérieuse. Tu n'as jamais eu envie de savoir ce que cela fait de chanter à l'intérieur d'un être vivant? Oui, j'avoue que je sais pas pourquoi, c'est la couverture, c'est tout qui m'attire dans ce roman, voilà. J'ai vraiment très très envie de le lire.
Alors voilà, encore un roman dont je pourrais vous parler très très bientôt parce qu'il est dans ma liseuse. Il s'agit de Virgilie Bloom, donc de Johanna Richou aux éditions Actes Sud, voilà. C'est du fantastique. Et encore une fois, on a un petit résumé. Donc, pourtant, à cause des stratagèmes répugnants employés par les siens, Akanta se demande qui sont les vrais monstres. Les vampires éternels ou les chasseurs mortels? Ouais, je sais pas pourquoi, encore une fois, voilà, je suis pas très branchée vampire, et pourtant, ce roman bah, me faisait de l'œil, voilà, et je suis contente, voilà, de pouvoir vous en parler très très bientôt également. Voilà, et de pouvoir le lire très très bientôt. Il est dans ma Kindle, donc il faut que je le lise très très vite. Voilà, c'était l'avant-dernier, et puis on va finir donc avec... voilà, je pense que beaucoup de monde aura sélectionné ce roman, je sais pas pourquoi, j'ai cru le voir passer beaucoup. Donc Ouijigo d'Estelle Faye, chez Albin Michel. Et on est dans du fantastique, voilà. C'est Albin Michel imaginaire, c'est ça, hein, ouais. 1793, île de Terre-Neuve, chargé de capturer Justinien de Salers, un noble qui se cache dans une vieille forteresse au bord de la mer. Voilà, une vieille forteresse au bord de la mer. Le soldat Jean Verdier accepte d'écouter l'histoire de ce dernier avant de l'emmener. 40 ans plus tôt, après avoir été victime d'un naufrage, Justinien se bat pour survivre dans une nature hostile, souffrant de la solitude et de la faim. Voilà, encore une fois, hein, la solitude, la faim dans la nature, voilà. Et là, par contre, on est en 1793, donc voilà, on est dans le passé. J'avoue que ce roman m'attire énormément aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, on a fini, voilà, je pense que vous avez vu mes 80. Voilà, il y avait une couverture que je n'ai pas pu montrer, j'ai pu vous en montrer deux en papier, donc ça c'était encore plus chouette. Je pourrais vous parler très bientôt de certains romans, voilà, qui étaient dans ces derniers 40, parce que, bah voilà, je les ai lus, je vais les lire, je suis occupée de les lire, voilà, donc je pourrai vous en parler très bientôt. Et cette année, vraiment, je compte m'y tenir à vraiment, quand j'ai lu un livre qui fait partie donc du Pélib, voilà, à faire une chronique vidéo, voilà, mais vraiment seule au fait, vraiment parler que de ce roman-là dans la chronique vidéo, voilà. Cette année, je tiens vraiment à me tenir à ça. Et bah, vous verrez que bah, petit à petit, je pense qu'il y en aura pas mal quand même, parce que il y en a beaucoup que j'ai très envie de lire. Après, en fonction voilà, des 80 qui seront choisis, bah, je pense que je tiendrai compte de ça aussi pour lire, mais malgré tout, ceux que je possède ou que j'ai déjà lus, qui sont dans ces 234, je vous en parlerai quoi qu'il arrive, parce que voilà, bah, malgré tout, je crois qu'ils ont tout autant leur chance que les autres. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu moins longue que l'autre. Je suis désolée, c'est deux longues vidéos, je n'ai pas pu faire autrement. Donc moi je vous dis à très très vite, enfin certainement pour ce book haul dont je dois toujours régler le son et que je n'ai toujours pas réglé le son. Voilà. Et comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Si vous votez pour un de ces livres, si vous avez lu un de ces livres, voilà. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner, voilà, ça aussi ça fait plaisir. Et moi je vous dis à très très vite, bye bye.